je dis. Et c'était quoi ta première réaction? J'ai quelqu'un de même. Ah bah C'est ça. C'est vrai, il faut que je te dise un truc. Inès et Margot vous présentent un podcast sans jugement. Bonjour. Salut. C'est un petit salut, mais eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet de la kiné, un sujet qui, nous, toutes les deux, on a déjà eu des patients dans ce cas-là, donc plutôt intéressant. Même à l'école, on avait fait même un exposé dessus. C'est vrai. Et c'est sur les amputés, les amputations de manière générale et la kiné ou même en dehors de ça. Et donc, l'amputation, c'est pas quelque chose qui arrive tous les 4 matins. Généralement, le chirurgien, il doit vraiment tenter de garder, dans la plupart des cas, le maximum de longueur, tout en sachant que des fois, ça dépend des options. Il y a des fois où c'est pas le plus intéressant de garder toute la longueur. Donc, ils vont faire en fonction de ça, même si le tissu est sain. Il y a aussi plusieurs choses à prendre en compte, telles que par exemple comment ils vont faire la cicatrice pour éviter les greffes sur les zones d'appui, les tissus mous, afin d'éviter en fait le développement de névrome, ce qui est plutôt douloureux. Et voilà, et après, nous on intervient une fois que l'amputation a été faite. Oui, et même avant, quand on peut prévoir. Si c'est un accident de la route, malheureusement, on ne peut pas prévoir. Mais du coup, toutes les amputations un peu du membre inférieur, on en a quand même pas mal. On va avoir par exemple la hémipelvectomie. Donc là, c'est au niveau du pelvis. Donc on vous déboîte en quelque sorte la hanche. Donc on vous retire carrément la hanche, etc. Avec la désarticulation de la hanche. Ensuite, on va avoir au-dessus du genou, au niveau de la désarticulation du genou, en dessous du genou, des articulations de la cheville. Et après, on va avoir deux qui sont partielles du pied, qui sont l'amputation de cime et pied partiel. Généralement, le plus fréquent, c'est l'amputation du tibia, dans beaucoup de cas. Mais c'est dû aussi, généralement, aux pathologies vasculaires, telles que le diabète, qui est assez prépondérant, puisque ça concerne près de 80% des patients. Donc, c'est vraiment ce qui est le plus fréquent. Au niveau du train supérieur, on va avoir des articulations de l'épaule, du coude et de la main, ou interscapulothoracique, au-dessus du coude, en dessous du coude, et des articulations de la main. Bon, généralement, c'est plus membre inférieur que membre supérieur. Et au niveau des épidémios, ça dépend énormément des endroits du monde, s'il y a de l'accès s'il y a l'accès aux soins médicaux ou pas, en fait. Et au niveau des prévalences, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, estime que des millions de personnes vivent avec des amputations, avec une prévalence plus élevée dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Europe et Amérique du Nord, l'incidence est d'environ de 3 à 5 amputations majeures pour 10 000 habitants par an. Et les pays en voie de développement, c'est souvent plus élevé en raison du manque d'accès aux soins préventifs et de la prévalence des traumatismes non traités. Donc voilà. En vrai, nous, ici, en Espagne, il faut savoir qu'il y a beaucoup... Il y a beaucoup d'amputations ou de maladies un peu... Pendant des années, il y a eu beaucoup de handicaps et c'est vrai que c'est un pays ici qui vit vachement plus en avance que nous en France sur les handicaps, dans le sens où toutes les plages sont équipées, tous les appartements sont équipés. Genre, ils sont vraiment au-dessus. Mais parce que c'est vrai que le taux d'incidence est un peu plus supérieur que notamment en France, par exemple. Et c'est quoi un peu les causes principales généralement ? Du coup, la cause la plus importante, c'est les maladies vasculaires et le diabète. 50 à 70% des cas d'amputation, c'est des gens qui ont eu du diabète. Moi, j'en ai vu beaucoup en consulte. Et c'est vrai que, avant d'être kiné, moi, je pensais que c'était plus les accidents de voiture. Ah, mais exactement pareil. Moi, j'étais sûre que c'était accident de voiture ou de travail. Ouais, non, vraiment. Donc, mais ça va être tout le temps plus la partie inférieure que supérieure. Ensuite, on va avoir les traumatismes, donc tels que par exemple accident de la route, les choses comme ça. Voilà. Sinon aussi tout ce qui est accident de travail, il y a beaucoup d'agriculteurs ou de gens qui travaillent dans le bâtiment aussi. Une mauvaise chute, quelqu'un qui, je sais pas, tu te fais écraser la jambe par exemple, ça arrive, ça peut arriver. Sinon des infections graves. Il y avait alors j'ai des anecdotes sur tout, j'ai l'impression, mais il y avait un mec sur Insta, il avait eu un bobo au pied, genre une plaie qui voulait pas se fermer, et il est resté 2 ans avec. Ils ont essayé de le désinfecter, de l'opérer et tout, et au final il a dû se faire opérer parce que ça avait nécrosé et ça montait au niveau de la jambe, quoi.
simplement Bob Marley. Oui, Bob c'est Marley, vrai. il est mort de ça, il avait une plaie dans le pied et il a refusé de se faire amputer par rapport à sa religion Et voilà. et du coup il en est mort. Donc tout ça, voilà ce qu'on a dit. Après aussi, tout ce qui est manque d'accès aux antibiotiques ou quoi, donc tous les gens qui peuvent pas traiter une infection ou quoi, ça aussi, ça arrive. Mais c'est souvent dans les pays moins développés quoi, que l'Europe. Les cancers, les malformations, les sarcomes osseux aussi, qui peuvent, tu peux avoir une amputation. Et après aussi certaines anomalies congénitales. Moi, j'avais un ami qui avait un bras en moins, mais il était né comme ça et on faisait de la natation ensemble. Ouais, c'est vrai qu'il y en a, ils naissent avec quelque chose en moins, quoi. Donc maintenant, on va parler des facteurs de risque. Alors, comme d'hab, oui, les âges avancés, donc les papilles, notamment avec les maladies cardiovasculaires, c'est un facteur de risque. Diabète, hypertension, tabagisme, les gens qui fument. Très mauvais pour ça accélère la maladie. Et après aussi, la pauvreté et l'accès limité aux soins. Ouais. Ce sont des facteurs de risque. Bon, du coup, maintenant qu'on a parlé des facteurs de risque, est-ce que tu peux nous dire un peu le taux de mortalité avant et après ? Ouais, surtout après, parce que du coup avant, voilà quoi, mais donc après une amputation, ton espérance de vie, elle est de 30 à 50% de mortalité à 5 ans pour les amputations d'origine vasculaire. Donc c'est quand même énorme. Si on voit la fourchette haute et qu'on se dit 50% au bout de 5 ans, c'est un peu comme après quand tu fais une greffe du cœur, quoi. Greffe du cœur, les 5 premières années, c'est un peu décisif et c'est 1 sur 2. Enfin, donc c'est encore plus que la 30 à 50. Plus élevé en cas de comorbidité telles que diabète et maladie cardiaque parce qu'évidemment ça accentue la maladie et si on vous a déjà amputé avec ça et que ça peut revenir, c'est très compliqué. C'est pour ça que c'est des maladies à pas prendre à la légère et qui souvent, qui sont très communs. En tout cas, moi je sais qu'à chaque fois que j'ai un patient qui vient et que je demande antécédent, et que je dis diabète, il me le sous-cote. C'est-à-dire que je dis, est-ce que vous avez des antécédents, des machins, ils font non, juste du diabète. Ouais. Et je suis vraiment là en mode, bon. Et c'est tellement commun et banalisé qu'on ne se rend pas compte à quel point ça peut être vraiment impactant et dangereux. Et en fonction de ta qualité de vie quoi, et de réadaptation, c'est-à-dire que l'accès à la prothèse et à la rééducation, ça joue un rôle primordial dans la qualité de vie, dans tout ce que tu vas faire, et l'éducation même du patient, un peu comme tout, dans toutes ces maladies, et pour la récupération fonctionnelle, parce qu'en fait, si un patient, on lui retire une jambe et qu'après, il n'est plus capacité à faire quoi que ce soit et qu'il est complètement dépendant des autres, et ça peut être aussi... se laisser, pas mourir à petit feu, mais se laisser tomber dans un coin à dire non, je veux pas être un boulet, je veux pas ci, je veux pas ça, mais je peux rien faire tout seul, quoi. Donc c'est super important. Et l'amputation, il faut rappeler que ça reste un problème de santé publique majeur, avec du coup des causes super variées, vu que ça dépend des régions dans le monde. Et la prévention des maladies chroniques, l'amélioration de la prise en charge des infections, traumatismes, le développement des technologies prothétiques, ça améliore la qualité de vie vraiment de ces personnes et notamment des effets secondaires à l'amputation qui, au final, c'est le plus important. Donc oui, on va avoir les effets secondaires de l'amputation, on va avoir donc des effets physiques. Les effets physiques, ça peut vraiment varier d'un individu à l'autre et du type d'amputation. Mais par exemple, quelque chose que nous, on a beaucoup vu, c'est la douleur fantôme. C'est l'un des plus connus, je crois. Je ne sais plus si on en avait parlé dans un podcast, mais c'est vraiment un des plus connus où en fait, le patient va sentir des douleurs dans le membre manquant. Donc on leur a retiré une main, mais ils ont mal à la main, comme s'ils l'avaient vraiment. Et en fait, comme s'il était vraiment présent. Et ça, c'est dû à la réorganisation du cerveau et des nerfs. Donc ça peut durer vraiment longtemps. Mais surtout que dans cette douleur, on a plusieurs catégories. Genre parce qu'il y en a qui pensent qu'ils l'ont encore, il y en a ils sentent genre une douleur comme si sur le mougnon, elle mougnonne. Et en fait, il y a plusieurs catégories et du coup le traitement, il y en a vraiment ça dure des années quoi. C'est ça.
Après, on va avoir justement des douleurs au niveau du moignon, des irritations, inflammations ou des infections qui peuvent apparaître, notamment avec le port de la prothèse. Ça, c'est des choses qui vont au début, pour nous en tout cas, et même pour les infirmiers, être vachement surveillées, de voir si la prothèse elle est bien supportée par le moignon. Des douleurs, enfin des pertes d'équilibre et d'adaptation posturale, ça évidemment, le corps ne pèse pas le même poids d'un côté que de l'autre. Et il y a une réorganisation musculaire qui se fait, qui fait que du coup on a des compensations ou des... En fait, tout notre corps change, que ce soit même des répercussions au niveau du dos, des hanches, des genoux, genre tout change. Donc c'est super important. Et des problèmes circulatoires, notamment sanguines, et ça augmente le risque d'œdème ou de troubles vasculaires. Donc pareil, ça, nous, sachant qu'on les voit en rééducation, on les voit du coup régulièrement, on a grand intérêt à porter particulièrement attention à ça, et c'est super important. Et on va aussi avoir des effets plus psychologiques et émotionnels. Bah oui, tout ça, enfin en mode, imaginez-vous, on vous enlève une jambe alors qu'avant vous étiez, enfin je sais pas, t'aimais faire du sport ou du foot et tout, niveau psychologie c'est un peu dur. Il y en a beaucoup qui peuvent avoir de la dépression et de l'anxiété du fait de perdre ce membre. Et surtout, enfin il y en a, j'avais vu que c'est comme s'ils avaient des sentiments pour leur jambe partie, par exemple. Genre vraiment, ils avaient des sentiments pour ce truc de se dire putain, mais elle est plus avec moi, quoi. Bah oui, mais c'est personnel. Je comprends, hein. Et ensuite, comme on a dit, difficulté aussi d'accepter son image parce que tout change et que maintenant, c'est toute une prothèse, c'est tout aussi réaccepter soi-même, quoi, et pouvoir se regarder en se disant ok, genre. Et même le regard des autres. Okay. Ouais. Se dire, si par exemple, on a. Après, ça dépend de chacun, mais si tu détestes qu'on ait pitié de toi et qu'il y ait des gens qui aient de la pitié, ça peut te toucher, ou des gens qui te prennent comme un... Tu détestes qu'on te prenne comme un handicapé et que les gens te prennent comme un handicapé, ça peut te saouler, enfin, ça dépend vraiment beaucoup des gens, quoi. Ouais, ça dépend, puis aussi t'as ce truc de perte de l'autonomie, donc les gens ils vont commencer à t'aider au début, etc. Et si toi de base t'étais quelqu'un de très indépendant, c'est compliqué. Moi je sais qu'on avait eu un patient en commun avec Margot dans un stage où moi je l'avais vu au début et toi à la fin. Et c'est vrai qu'au début, lui c'était un joueur de tennis, il s'occupait d'un club, etc. Il faisait de la moto, enfin le mec vraiment à fond. Et là du jour au lendemain, il se retrouve dans un hôpital où il peut plus bouger, où tout le monde est obligé de tout lui faire. Genre vraiment, surtout que en plus avec son accident, les épaules il pouvait pas les bouger, les mains c'était compliqué, il avait perdu beaucoup de force. Et vraiment ça, je sais qu'il avait du mal à chaque fois, il était en mode mais non mais laissez-moi, et nous t'es en mode mais tu peux pas. Et c'est vrai que pour lui ça a été très dur à accepter, quoi. Et après aussi tout ce qui est réinsertion dans la vie professionnelle, c'est que du jour au lendemain, par exemple lui il donnait des cours de tennis, etc. Pour le moment c'est terminé, quoi, tu peux plus faire ça, donc il faut que tu retrouves un nouveau métier en quelque sorte. Pas forcément, oui et non, mais... son métier change parce que là il partait de être prof à maintenant gérer le club, quoi, donc ça change de ouf. Pour moi, tu peux quand même continuer d'être prof après, hein. Oui, mais là, je veux dire, là, pendant 2 ans, ça allait être mort, Ah oui, quoi. là, pendant 2 ans, c'est mort. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut essayer. Et ça, c'est encore une fois force de caractère, de travail, etc. Mais il y en a qui arrivent à récupérer une vie où c'est une dinguerie. On avait une patiente qui venait d'ailleurs dans ce même hôpital, qui, elle, était amputée d'une jambe ou des 2 jambes. Je sais pas, moi, il y en avait une, c'était une jambe. Qu'une jambe. Et qui faisait du surf. Et elle faisait, genre là, à l'hôpital, elle s'entraînait sur des planches qu'on mettait sur des rouleaux. Et c'était impressionnant parce qu'elle fait des trucs que même des gens avec 2 jambes normales n'y arrivaient pas. Et comme elle disait, genre, ça a été beaucoup de travail, ça a été super fastidieux. Mais voilà, elle y est arrivée. Et demain, s'il veut être prof de tennis, honnêtement, les profs de tennis, c'est pas ceux qui courent le plus non plus. Genre, je pense qu'il pourra vraiment continuer à le faire et à vivre de sa passion. Parce qu'en soi, il vivait déjà de sa passion. Mais je pense qu'il pourra vraiment continuer parce que c'est vraiment quelqu'un qui est à fond là-dedans. Ou du moins, ce sera pas à cause de l'amputation de la jambe, mais peut-être plus de la chute de l'épaule. Parce que ça, au final, c'était presque ça qui posait plus de problème, en tout cas à la fin. Surtout, que là, quand tu commences à être... quand t'es amputé et qu'après, t'as tout le processus derrière qui arrive, c'est long, quoi. Ouais. C'est que du jour au lendemain, tu peux pas dire je vais redevenir ce que j'étais avant. En fait, c'est une vie complètement différente. Et surtout que là, il a passé plus de... moi, déjà, quand j'étais arrivée, ça faisait 3 mois qu'il était à l'hôpital. Il allait passer plus d'1 an à l'hôpital, quoi. Moi, quand je venais,
à la fin, à la moitié, sachant que j'étais venue 3 mois, il venait déjà plus qu'une fois par semaine. Ouais. Donc c'était déjà mieux. Mais il vivait de loin en fait. Oui, il ramenait C'est pour en ça ambulance et aussi, tout. genre, c'est-à-dire il dormait pas chez lui. Enfin, c'était quelque chose de très fastidieux. Non, c'est ça. Et maintenant qu'on a parlé un peu, enfin, on a un peu abordé le rôle des kinés, c'est vrai que nous, on peut intervenir avant et un peu pendant tout le processus et après. Par exemple, nous, en tant que kiné, avant, si jamais on a la possibilité d'accompagner quelqu'un qui va se faire amputer, je sais pas, par exemple, quelqu'un au niveau vasculaire, et en fait, nous, on va parler de tout l'aspect psychologique avec lui, de lui expliquer l'intervention, de lui expliquer ce qui va changer, de commencer à le mentaliser du fait que il va avoir une prothèse. C'est là aussi où tu commences à regarder les prothèses que tu peux avoir, etc. Et surtout, il y a ce truc de commencer à gagner de la force dans les membres à côté pour un peu commencer déjà à pallier la recomposition un peu corporelle que tu vas avoir, quoi. Et donc ça, c'est un travail super intéressant. Et même au niveau psychologique, les gens, j'avais lu que les gens ils le vivent beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Ah oui, parce qu'en fait, déjà, même imaginons, tu prends quelqu'un qui déjà n'est pas sportif. Tu lui amputes une jambe, il va falloir qu'il s'aide énormément des bras. Les bras, ils vont prendre une charge beaucoup plus grande que les jambes. Donc du coup, de faire ce travail même en amont, que ce soit déjà la réorganisation des muscles, mais même de commencer à lui proposer des programmes que lui fasse dans son coin, parce que ça, ce sera moins de la kiné, ce sera du renfort, le haut du corps, imaginons. Là, on parle d'une amputation de jambe. Mais que lui puisse le faire dans son coin, c'est super intéressant. Parce qu'au final, c'est en fait préparer ton après pour qu'il soit mieux, plus agréable pour toi et moins drastique, ça. quoi. Moins passer de tout à rien, quoi. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que nous, on fait juste après l'amputation ? Après l'amputation, c'est super important de prendre en charge directement. C'est-à-dire que c'est un peu comme les croisés, faut pas laisser passer trop de temps. L'essentiel, c'est de récupérer une bonne circulation, que le moignon il soit bien irrigué, etc. Avoir un impact aussi directement, comme on a dit, psychologique, ça évidemment. Mais on va avoir beaucoup de douleurs post-opératoires après l'intervention. Et la prise en charge efficace de ces douleurs, c'est super important parce que c'est ce qui va faire que le patient il va être plus enclin à dire ok, je suis motivé ou pas du tout. Et ça peut être géré ça plus par des antalgiques et parfois des anesthésies locales prolongées. Nous, on va pas s'occuper tant que ça du soin du moignon, ça c'est plus les infirmières. Cependant, nous, ce qu'on fait, mais ça c'est déjà au niveau plus prothésique, ce sera les bandages de moignon pour permettre à la prothèse de s'ancrer. Mais donc oui, les moignons, ils sont vraiment surveillés de près pour voir comment est la cicatrisation et éviter tous les problèmes infectieux. Et après, dès les premiers jours, on va mettre des exercices en place pour justement recommencer à éviter les complications musculaires et circulatoires. Le fait de bouger le moignon, ça va donc amener le sang, que tout se draine mieux, etc. Et c'est super important. Au début, c'est vrai qu'on faisait beaucoup de mobilisation passive. Après, on peut passer un peu plus à l'active et à des exercices. Mais c'est très, très, très important. Et oui. Et surtout aussi, c'était par exemple, quelqu'un qui se fait amputer de la jambe, c'était aussi de lui apprendre tous les déplacements. Ouais. De se débrouiller tout seul, de comment se lever, de machin. Et ça, c'est vrai qu'on sous-cote beaucoup, mais c'est vrai que c'est un travail qui prend du temps et que la personne après puisse avoir l'autonomie de se lever toute seule, de savoir comment faire, de pas se faire mal et tout. Et même aussi de faire une formation pour les proches. C'est vrai que ça, des fois, maintenant, ça devient de plus en plus proposé de faire, vous venez, on vous apprend pas que seulement à la personne amputée, mais aussi aux proches, à comment aider au mieux. Et c'est vrai que je trouve que c'est super important. Parce que même pour la personne, c'est différent d'essayer deux personnes qui sont essayées à te soulever comme un sac à patates. Et juste, en fait, si tu as les bons appuis et les bons trucs au bon moment, c'est beaucoup moins, même pour toi, humiliant et en te disant, punaise, c'est pas possible, quoi. Mais oui, l'impact psychologique aussi, nous, c'est... Nous, on est beaucoup là pour ça aussi. Parce que c'est vrai qu'on les voit souvent, au début, tous les jours. Donc du coup, on a un impact vraiment, on a un gros suivi. Et c'est vrai que ça, on le voyait énormément avec ce patient qu'on a eu en commun, où la relation qu'il avait avec les kinés, elle était très, très, très importante. Et avec tous les kinés du service, parce que du coup, il avait été touché partout. Par tout le monde.
Ouais, c'est ça, c'est que même les kinés qui étaient spécialisés plus du haut du corps, ils s'en sont beaucoup occupés parce qu'il avait des gros problèmes au niveau des épaules. Et pareil pour les bas du corps, donc c'est super important. Une fois qu'on a passé un peu toute cette phase-là de bah ok, c'est le post-opératoire, c'est directement après, on rentre dans autre chose qui est un peu gérer les effets secondaires sur le plus long terme et tous les impacts que ça va avoir sur la vie. Et comme on a un peu parlé, le syndrome du membre fantôme, on l'a vite fait expliquer au-dessus. Et donc ça, c'est dans 80% des amputés. Ouais, en vrai, tout le monde un peu. Donc c'est quelque chose qui doit être traité ci ou ci. Et il le ressent vraiment dans le moment manquant. Et ces sensations, elles peuvent être neutres comme elles peuvent être douloureuses. Genre c'est l'un ou l'autre. Mais sinon, ça peut juste être la sensation d'avoir encore la main. Ça, c'est le temps que la réorganisation des nerfs se fasse. Mais par exemple, on peut avoir des thérapies que nous, on utilise, telles que par exemple la thérapie miroir, où on va mettre un miroir entre un membre et le membre qui a été amputé, et de forcer la connexion du cerveau à réaliser que non, il n'y a pas, si, il y a, enfin, etc. Et de permettre en fait d'avoir des meilleures connexions sur ça. On a des médicaments, mais ça nous concerne beaucoup moins, et des stimulations nerveuses. Donc voilà. Et de l'hypnose. Mais perso, l'hypnose, j'ai pas encore vu. Et surtout aussi, c'était aussi tout ce travail de sensibilisation. Moi, je me rappelle que du coup, avec ce patient, il fermait les yeux et on allait toucher, je sais pas, avec un élastique, un petit coton-tige, un truc, la partie du moignon, pour que lui, il sente, il nous disait, bah lâche en moins, lâche en plus et tout, pour que tout ça se fasse et que lui, il ait des sensations, quoi. Parce que au final, c'est pas parce que c'est coupé qu'il ressent rien. Et ça, c'est exactement comme on l'avait dit dans le podcast sur la douleur chronique. C'est un passage super important de la normalisation de cet afflux tactile. C'est-à-dire que justement qu'ils ne ressentent pas et qu'ils n'associent pas par exemple le papier ou le coton à de la douleur, mais comme quelque chose de normal. Donc c'est beaucoup travaillé en mode fermez les yeux, nanana, ressentez, blablabla, ouvrez les yeux, voyez que c'est normal. Pareil au niveau de la sensation, donc des endroits, même ça c'est de manière générale, si vous avez une cicatrice, si vous voulez travailler votre sensibilité, la sensibilité elle peut se recréer, parce qu'en fait c'est des terminaisons nerveuses. Donc même si on vous retire un sein ou autre, le fait de toucher, de conscientiser que là vous êtes en train de toucher, que vous devriez sentir ça, parce qu'en comparant avec l'autre, c'est ce qui permet de recréer ces connexions nerveuses. Donc c'est vraiment super important. Et après, bah voilà, comme on a dit, des massages, la kinésithérapie, enfin tout ça qui peuvent aider à la douleur. Et le traitement de la cicatrice. Hein. Ouais, en vrai, c'est tout ce truc, comme on a déjà répété, travailler toute la sensibilité, voir qu'il n'y ait pas d'adhérence, etc. Et voilà, quoi. Ça prend du temps, mais c'est important. Et après, ça c'est en fonction du chirurgien, mais en fonction des nerfs qui sont sectionnés. Il peut y avoir des retours, c'est-à-dire des douleurs ailleurs dans le corps à cause du fait que le nerf a été coupé. Donc ça aussi, c'est à nous de le traiter, généralement. Et donc c'est aussi des choses qui se font et qui peuvent se faire. Et après, comme on l'a dit, adapter ton environnement, quoi. À la maison, il faut que tu adaptes à comment tu es maintenant, les vêtements, les objets du quotidien. Pour en fait, le but, c'est d'avoir un maximum d'autonomie. Un maximum. Et c'est vraiment le truc que nous, en kiné, on essaye de plus travailler et de plus donner des petits tips ou des choses comme ça, c'est de récupérer de l'autonomie, quoi. Ouais, c'est le plus important, qu'il ne perde pas son essence, on va dire. Ouais. Et c'est quoi un peu, une fois qu'on a fait tout ça, la dernière étape, c'est la prothèse. Ouais. Et du coup, c'est quoi un peu les étapes de la prothèse, apprendre à vivre avec une prothèse, etc. Donc après, la dernière étape, c'est apprendre à vivre avec la prothèse. Donc il y a toujours ce truc au début d'adaptation, de voir si la prothèse, elle nous plaît, que elle se fasse bien avec le moignon, etc. Et que ça plaise à la personne qui la porte. Et après, il y a tout ce truc aussi d'apprentissage à remarcher avec, pas compenser, etc. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait... alors je sais pas si on parle du coup de la même, mais il y avait... vous avez plusieurs types de prothèses. Et t'en as qui sont manuels, c'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment au patient de faire le mouvement avec le moignon, enfin vraiment d'avancer ou de reculer. Et t'en as d'autres qui sont
comment on pourrait dire ça? Mécanique et automatisée. Ouais, elles sont automatisées. En fait, t'as juste à faire un petit mouvement et le truc avance tout seul, elle recule. Même t'en as d'autres avec, tu peux faire du vélo elliptique. Et en fait, tu changes avec une application, tu choisis à quel degré tu veux qu'elle se plie et tout. Donc, c'est des trucs qu'il faut apprendre petit à petit. Genre, c'est vraiment des gadgets, le truc. Et oui, donc tout ça. Apprendre à marcher, voir s'il n'y a pas des compensations. Et voir après aussi ce que le patient il veut faire. Par exemple, si t'es un sportif de base, bah voir s'il veut réapprendre à jouer à son sport comme avant, etc. Et ça prend du temps. Et c'est pas les mêmes prothèses aussi. Ouais, il faut les changer. Les prothèses sport et les prothèses vie sont pas du tout les mêmes. D'ailleurs, je crois que vous devez voir un peu en forme de spatule, celle-là pour courir. C'est assez impressionnant à voir, mais c'est du coup une autre habitude à avoir. Donc tu entraînes pas du tout pareil. Non, ouais, c'est pas du tout la même chose, quoi. Et donc voilà, en vrai, c'est tout ce qu'on fait, nous, en tant que kiné. Hein. Et il y a beaucoup aussi, du coup, comment le moignon le tolère. C'est-à-dire, il y a certaines prothèses qui vont trop appuyer sur une partie de la cicatrice, et c'est à cet endroit-là... En fait, c'est ça, c'est des trucs qu'on ne peut pas prévoir avec l'opération. L'endroit où, en fait, le patient, lui, imaginons, il a plus de terminaisons nerveuses sensibles du côté droit, on ne peut pas trop le prévoir. Et du coup, tout ça, c'est que des changements qui se travaillent avec les kinés et les prothésistes pour permettre, en fait, une meilleure ergonomie, quoi. Exactement. Mais c'est vrai que maintenant, ils font des prothèses où maintenant, on connecte... Ouais, aussi. Dans la colonne ou dans la moelle, je sais plus. En fait, c'est comme comme une puce. Ouais, ça fait... En fait, si avec ton cerveau, tu penses à bouger, par exemple, ta jambe, bah, la prothèse, elle va bouger ta jambe. Voilà. C'est vraiment des connexions. On te met un espèce de petit récepteur dans le cerveau. Et après, t'en as un autre là. Et après, ça fait le truc. Ouais, et c'est fou. Et là, c'est encore en essai. Donc, voilà, c'est pas... Mais il y en a que ça marche. Même avec les mains, je pense que vous avez vu, c'est un peu les trucs bioniques. Ouais. Genre, tu penses, c'est le truc qui bouge et tout. C'était fou à regarder parce que nous on regardait ça du coup en cours et c'est vrai que c'est fou, mais ça veut dire que la marge de progression elle est énorme et c'est plutôt bon signe et c'est plutôt positif pour la suite. Mais c'est vrai que c'est un domaine que moi en tout cas je trouve super intéressant, les prothèses et tout. C'est super intéressant. Puis en vrai, en conclusion, si je devais dire un truc, c'est que les amputations, c'est comme dans tout, vous voyez, mais encore plus pour les amputations, c'est que chaque personne est un monde et t'as beau avoir des protocoles et tout, ça dépend tellement de la personne que t'as en face de toi et de l'histoire et de ce qu'elle veut faire après et tout, que au final, en vrai, à chaque fois, c'est unique, quoi. C'est ça. Et il y en a qui... Parce que là, on est parti du principe de la prothèse, mais il y en a aussi qui vivent très bien et sans prothèse et que ça les intéresse pas de récupérer. C'est comme... non, parce que c'est quand même fonctionnel. Parce que j'allais dire, c'est comme un cancer du sein. Il y en a qui vont pas se faire une reconstruction, mais c'est moins fonctionnel. Mais il y en a qui, en fait, du coup, à l'inverse, on apprend vraiment à vivre comme s'il n'y avait pas de prothèse et sans ça. Et du coup, comment, en fait, aménager tout le quotidien pour que ce soit plus facile. Mais après, c'est vrai qu'on ne va pas vous mentir qu'il y a des amputations plus faciles à vivre que d'autres. Et ça dépend. Et c'est vrai que l'impact psychologique est énorme. Et aller voir un kiné n'est pas suffisant. Il faut aller aussi s'entourer d'un psychologue, etc. pour vraiment apprendre à faire le deuil de son membre, etc. Mais en tout cas, voilà un peu la partie générale et kiné. On espère que ça vous a plu. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et nous suivre sur Instagram. On se revoit dimanche à 14h.